Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez et regardez Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis Béline Dola. Arthur Lenoir filme et répond en direct à vos commentaires comme chaque semaine. Ce soir, dans Quelle Comédie, il sera question du Misanthrope de Molière, joué à partir du 2 février salle Richelieu, ainsi que de Théâtre à la table avec Georges Dandin ou Le mari confondu, représentation et captation le 7 février prochain au Théâtre du Vieux Colombier. Pour en discuter, nous recevons ce soir, Arthur et moi, les metteurs en scène de ces deux spectacles, ainsi que l'un des acteurs de la distribution du Misanthrope, Clément Hervieux-Léger. Bonsoir. Bonsoir. Je tourne dans le sens contraire des aiguilles du monde. Vous êtes comédien, vous êtes également auteur, vous êtes metteur en scène de théâtre et d'opéra. Clément Hervieux-Léger, vous avez entre autres mis en scène pour la Comédie Française La Cerisay de Tchekhov, dont la dernière aura lieu le 6 février prochain. Dans le cadre de la saison Molière, vous reprenez votre Misanthrope, créé salle Richelieu en 2014, avec toujours dans le rôle d'Alceste votre camarade Loïc Corbery, Misanthrope ou Atrabilaire amoureux. Les deux, mon capitaine. Bonsoir Loïc Corbery. Donc vous êtes un habitué des rôles majeurs du répertoire. Vous jouez actuellement dans Le Tartuffe, mise en scène Ivo van Hove, ainsi que dans La Cerisay, mise en scène Clément Hervieux-Léger. Vous vous apprêtez à reprendre 8 ans après le rôle d'Alceste dans Le Misanthrope. Vous êtes Loïc Corbery, l'alter ego de Clément Hervieux-Léger. J'ai beaucoup lu cela, alors je reprends ce terme. Et vous cheminez ensemble, tous les deux, depuis de nombreuses années, sur un certain nombre de projets artistiques, et je crois en tant qu'amis. Bonsoir Hervé Pierre. Vous êtes revenu, Hervé Pierre, nous parler de votre Georges Dandin à la table. Vous étiez ici il y a quelques mois pour évoquer ce projet avec Éric Rueff, je crois, et puis un troisième larron qui devait être Clément Gobert, le réalisateur. À l'époque, c'était encore un peu flou. C'était flou sans être flou, mais... Oui, ça reste pas non plus... Enfin, ça reste un peu flou. Alors, ça reste flou, mais comme c'est le 7 février, ça devrait normalement avancer un peu. Ça ira. Alors, vous connaissez bien cette pièce, donc on n'est pas si mal parti, parce que vous l'avez déjà mise en scène en 2014 également dans un format plus classique. Vous nous expliquerez comment on transpose tout cela dans un dispositif, ce dispositif un peu hybride qui est le théâtre à la table, imaginé par la troupe, par son administrateur l'année dernière, alors que les théâtres étaient fermés. Clément Hervieux-Léger, en 2014, vous montez le Misanthrope, grande pièce en alexandrin, après avoir monté la critique de l'école des femmes, un lapsus intéressant, générationnel, une pièce en prose, et vous expliquez à l'époque, parce que je suis revenue sur ce que vous aviez déclaré, que l'une ne va pas sans l'autre, c'est parce que vous avez travaillé sur la critique que vous pouvez vous atteler au Misanthrope. Pourquoi ? Oui. Quand je suis rentré dans cette maison en tant que pensionnaire, j'ai joué à Castes, donc un des marqués, et Loïc jouait Clitandre, dans la mise en scène de Lucas Hemleb, et d'ailleurs Hervé nous avait rejoint pour jouer au Ronde. On a joué tous les trois dans cette version. En 2007. Dans cette version du Misanthrope. Et moi, je l'ai beaucoup joué parce qu'en plus, je suis parti en tournée avec ce spectacle. Et donc j'ai beaucoup fréquenté le Misanthrope à ce moment-là. Et puis, Muriel Mayette, qui était administratrice générale à l'époque, m'a proposé de mettre en scène un spectacle au studio, et je lui ai dit que depuis longtemps j'avais envie de monter la critique de l'école des femmes, qui est, je trouve, une pièce fascinante. J'ai monté la critique au studio avec Loïc, entre autres avec Elsa Le Poivre, avec Georgia Scalier, Clotilde Bézère et Serge Bagdasarian. Et je me suis aperçu en montant la critique que je comprenais enfin, dirais-je, le Misanthrope. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup joué le Misanthrope, finalement sans complètement comprendre la pièce. Pourquoi il est fascinant cette pièce, la critique, puisque c'est une pièce qu'on considère souvent comme une pièce mineure. Or, c'est quand même une pièce qui est à mon avis un tournant dramaturgique majeur. C'est-à-dire que quand même en 1 heure, c'est une pièce d'abord où le rapport au temps est très particulier, puisque c'est une pièce en temps réel. C'est des gens qui sortent, qui se retrouvent et qui pendant 1 heure parlent d'une pièce qu'ils viennent de voir ou qu'ils ont vue récemment, l'école des femmes. Rien ne se passe en coulisses, rien ne se passe ailleurs. On ne perd rien de leur conversation, de leur débat, de leur
leur personnalité autour de cette conversation. Et surtout, je me suis rendu compte que il écrit cette pièce 3 ans avant le Misanthrope, en 1663, que dans cette petite pièce est contenue déjà la grande pièce en alexandrin qui va voir le jour 3 ans plus tard, notamment chez des personnages. Évidemment, c'était le personnage que jouait Loïc, qui était déjà un Alceste en herbe, mais je pense aussi au personnage de Climène, qui évidemment n'est pas sans rappeler celui d'Arsinoé, ou le marquis que jouait Serge Bagdasarian, et qui n'est pas non plus sans rappeler Oronte. Et c'est ça qui était très intéressant. Et finalement, c'est comme si tout à coup, le fait d'avoir travaillé sur une pièce en prose, donc abolissant l'alexandrin qui peut être un peu effrayant, m'autorisait à comprendre davantage cette pièce. Et quand ensuite, après la critique, Muriel m'a demandé de monter un spectacle Salle Richelieu, elle me dit « Qu'est-ce que tu souhaites monter ?» Et j'ai dit de manière très inconsciente quand même, parce que c'était ma première mise en scène Salle Richelieu, c'est le Misanthrope. Et elle me dit « Ça tombe bien, parce qu'il n'y a pas eu de production depuis longtemps. » Et j'ai monté le Misanthrope, oui, avec je trouve a posteriori beaucoup d'inconscience, mais tant mieux, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Pourquoi beaucoup d'inconscience? Parce que monter le Misanthrope ici, enfin, ça fait, je sais pas, c'est comme monter Verdi à la Scala, quoi. C'est-à-dire que sur le papier, c'est un peu fou, mais c'est formidable de le faire. Mais encore une fois, vraiment, je pense que je n'aurais jamais eu cette idée, je ne me serais jamais autorisé à le proposer à Muriel si je n'avais pas avant monté La Critique, qui a été vraiment une pièce. D'abord, c'est ma première mise en scène dans La Critique de l'École des Femmes, et ça a été décisif, je dirais, dans ma rencontre avec Molière. J'ai eu l'impression, jusqu'à La Critique, de fréquenter Molière. À partir de La Critique, j'ai eu l'impression de le connaître un peu mieux. Voilà. Loïc, vous avez un souvenir de cette pièce, puisque vous étiez... De La Critique de l'École des Femmes, bien sûr. Bien sûr. C'est une entrée dans Molière. Oh, il y avait plusieurs choses. Le souvenir, je crois, le plus marquant et le plus émouvant, c'est de rencontrer un metteur en scène. C'est-à-dire tout d'un coup d'avoir la chance d'accompagner un metteur en scène dans ses premiers pas, dans son premier geste de mise en scène. La Critique était celui-là. Quand Clément nous demande, membre de la troupe, acteur important de la maison, depuis 5-6 ans, je pense. 2001, non? Vous arrivez en... Ici, enfin, je suis pensionnaire en 2005. Donc Clément, on le rencontre en tant qu'acteur. Moi, on a été beaucoup partenaires dans les spectacles. Et donc, c'est ce pari-là auquel on assiste, auquel on a la chance de participer. Et donc, je vous avoue que je me souviens très bien de nos yeux assez brillants et écarquillés, à Elsa, à Clotilde, à moi, à Serge, Christian avec, bien sûr. Quand tout d'un coup on arrive au premier jour de répétition et que Clément commence à nous parler comme un metteur en scène, commence à nous parler de lecture d'une œuvre et pas d'interprétation. Enfin, après il nous en parle dans la direction d'acteur qui est la sienne, mais d'abord il nous parle de comment il a envie de lire Molière, de lire le théâtre, de lire Molière et de lire cette œuvre-là. Ça, c'est une découverte, en fait. Ce sont des discussions que vous n'aviez jamais eues. Mais sauf que le pas est franchi à ce moment-là. Ouais. Bien sûr que c'est depuis le projet, avant qu'on arrive dans la salle de répétition, la pièce était programmée, on en parlait depuis un petit moment, puis la distribution s'était faite au fur et à mesure, mais tout d'un coup, ça devient concret. Et en l'espace de quelques minutes, on se rend compte qu'il était exactement à la bonne place. Ça, c'est voilà. Si vous me parlez de à quel endroit ce projet m'a marqué, c'est celui-là. Ce qui vous a marqué, c'est finalement c'est cette relation que vous avez avec Clément Hervieux-Léger et... Ah, évidemment, évidemment que... Là, vous ne parlez pas de Molière. Non, mais parce que vous me demandez quel est mon souvenir de ce moment-là. C'est celui-là. Et effectivement, après, il y a un sentiment de gratitude, peut-être. Oui, en tout cas, la chance incroyable pour un acteur de pouvoir accompagner un metteur en scène dans sa lecture du théâtre, bien sûr. Hervé Pierre, vous avez fait cet exercice-là, de passer à la mise en scène et de... Oui.
Est-ce que c'est un saut dans le vide? Est-ce qu'on est dans le regard de ces compatriotes acteurs tout d'un coup en train de changer de position? En tout cas, c'est certain que j'ai ressenti quelque chose de très inquiétant. J'ai très mal dormi pendant longtemps. Enfin, 2 mois, quoi. Pendant tout le temps. Oui, c'est très impressionnant, en fait. Déjà, de rentrer dans le répertoire, qui est le répertoire phare de la maison, et donc s'attaquer à Georges Dantin, par exemple, voilà, je sais que derrière, il y a des mises en scène qui sont impressionnantes, et je sais, moi, en quoi la pièce me trouble profondément par rapport à d'où je viens, comment je découvre en fait les pièces de Molière, parce que en fait moi j'ai rencontré Molière en arrivant ici en fait. C'est bizarrement, hein. J'ai fait l'école du TNS et Molière il était pas là quoi. À Strasbourg il y avait pas Molière. Il y avait surtout les auteurs allemands quoi. Et donc en fait et puis je me rendais bien compte que finalement j'aurais pu être taillé pour le répertoire de Molière, les valets de Molière, tout ça, enfin j'aurais pu jouer. Jamais. Donc j'arrive ici et je fais paf, honte, un cauchemar. Oh là là, un cauchemar, l'alexandrin, moi j'avais jamais pratiqué l'alexandrin, à Strasbourg c'est pareil. Il n'y a pas d'alexandrin à Strasbourg. Non, on n'a jamais travaillé la versification et tout ça. Donc, oh là là, le cauchemar, j'avais des trous tous les soirs, c'était vraiment un truc effrayant, quoi. Mais en même temps, j'ai effectivement découvert un auteur, je me suis dit, oh là là, mais il faut que je lise Molière, et donc j'ai commencé à lire toutes les pièces, j'ai acheté les œuvres complètes, et puis hop, alors j'en connaissais certaines, mais tout à coup, je me suis mis à lire tout. Et puis, je suis tombé sur Georges Dandin, et là, j'ai été saisi. Voilà. Et quand Muriel Mayette m'a demandé si je voulais mettre en scène une pièce, c'est vraiment celle-ci qui me semblait la plus évidente par rapport justement à ce parcours. Qui est le vôtre? Oui, je trouve que Georges Dandin, le personnage de Georges Dandin, a quelque chose de mon parcours. Voilà. Je ne veux pas dire que je suis quelqu'un qui a prétention de se hausser socialement par des moyens qui ne seront pas très très convenables, mais je sentais cette difficulté en fait à être à sa place. Et je trouvais que cette pièce racontait aussi avec beaucoup de force, de puissance, tout le rapport à l'humiliation, la violence en fait des rapports. C'est une farce très cruelle. D'ailleurs, il y avait un malentendu, je crois, quand je l'ai monté, parce que tout le monde me disait, mais c'est pas drôle. C'est pas une farce, c'est pas drôle, tout ça. Mais je disais, mais c'est pas une farce, je crois pas. Enfin, moi, je la vis pas comme une farce. C'est une comédie, certes, mais c'est plutôt un drame. Moi, j'ai trouvé ça beau de voir entre la jalousie du Barbouillet, qui est une farce que Molière jouait quand il était en province, et Georges Dandin, il y a 20 ans qui sont passés, on voit la naissance d'un écrivain. On voit la densité, oui, l'épaisseur. Comment il s'empare en fait de le 3e acte de Georges Dandin, c'est la jalousie du Barbouillet. Et donc il fait les 2 actes précédents pour créer en fait une chose récurrente. Et là, on voit comment il développe les personnages, la psychologie des personnages, et comment il traite cette humiliation permanente en fait entre tous les gens, tous les personnages. Donc, il ne s'agit pas que de Dandin et d'Angélique. Non, mais enfin, les parents d'Angélique, ils vendent cette fille, quoi. Enfin, c'est effrayant. Et comment elle se venge de cette humiliation en humiliant elle-même Georges Dandin. Mais Claudine, qui on sent pouvait être la promise de Dandin, humilie Dandin. Et toutes les relations comme ça, en fait, de classe, toutes les difficultés relationnelles au niveau de la classe sociale, enfin, tout ça est dans la pièce. Mais la pièce, en fait, au départ, était enchâssée dans une comédie-ballet. Et en fait... co-signé par Lully. Voilà, c'est ça. Mais tout ça a été fait un peu dans l'urgence. Et
Et j'arrive pas je me dis que quand même Molière était conscient qu'il mettait... j'ai vraiment l'impression qu'on est face à une pomme rutilante, magnifique, très jolie. Et quand tu l'ouvres, au centre, c'est tout noir. Et que la pomme est pourrie. Mais en fait, on voit une pomme magnifique. Et donc, au centre de cette comédie-ballet, en fait, il y avait quand même cette pièce qui faisait rire tout le monde. Mais je pense que maintenant, elle nous fait aussi, je pense, moins rire, parce que les choses sont différentes pour nous par rapport au XVIIe siècle. Non, mais je trouve que Hervé dit une chose très importante sur Molière, qui est la question du genre. C'est-à-dire que là, dans ce que tu viens de dire, tu parles à la fois de la farce, tu parles évidemment de la comédie, tout en disant, j'ai pas l'impression que pour moi c'est plutôt un drame. Et c'est ça qui est magnifique chez Molière, c'est que quand même il s'affranchit complètement de la notion de genre, du genre théâtral. Et ça c'est je crois moi un des grands enseignements de la critique de l'école des femmes, qui pour le coup est une pièce sans genre. C'est une conversation entre des gens à propos d'une autre pièce. Ça n'est ni une comédie ni un drame, c'est une conversation en temps réel. Donc je sais pas comment ça s'appelle, mais et ça c'est très important. C'est-à-dire que quand on monte le Misanthrope, c'est pareil. Il y a écrit en dessous comédie. C'est pas ça, il y a des choses drôles, il y a des choses qui sont quand même pas drôles du tout, et surtout dans ce sous-titre de comédie, il y a la possibilité chez Molière, grâce à ça, de s'affranchir de canons de l'époque. Il nous dit par là, ça n'est pas une tragédie, certes, en tout cas ça n'est pas une tragédie classique telle qu'on la connaît, c'est autre chose. Mais quand on monte Dandin, ou quand on monte le Misanthrope, mais quand on monte Pourceaugnac, quand on monte Tartuffe, enfin on est toujours tiré, ou Don Juan évidemment, on est tiré vers des noirceurs qui dépassent largement le terme même de comédie. Et c'est ça qui est, moi je trouve absolument magnifique chez cet auteur, et je crois que c'est là aussi le secret de cette manière si singulière qu'il a de traverser les siècles, mais qu'on retrouve chez Shakespeare par exemple, qui pour nos amis anglo-saxons quand même, on parle de la langue de Shakespeare comme de la langue de Molière. C'est des auteurs qui traversent les siècles parce qu'ils continuent à nous parler de nous dans nos complexités et dans ce qu'est la vie. C'est-à-dire que la vie n'est ni une comédie en soi, ni une tragédie quotidienne, heureusement. C'est des choses qui sont plus mêlées que ça. Alors, vous dites, vous faites une super transition, que le Misanthrope amène le metteur en scène qui s'en saisit à se livrer à travers le personnage d'Alceste. Oui. Qu'est-ce que vous livrez, vous, dans ce personnage solitaire, fatigué d'être lui? C'est-à-dire que je trouve que c'est la question de savoir si c'est autobiographique. Et évidemment, Molière ne nous livre pas... Si Molière se raconte dans le personnage Molière ne nous livre pas une autobiographie parfaite de lui. C'est pas ça. En plus, et puis il y a eu des interprétations fausses. Enfin, on a dit la misanthropie, c'est parce que c'était l'échec de Tartuffe. Après l'échec de Tartuffe, il devient... en même temps, il a une pension royale. En fait, c'est un grand succès. Et on sait que d'un point de vue de sa carrière, le Tartuffe n'est pas du tout un échec, et de sa reconnaissance, loin s'en faut. On dit que, sans doute, c'est parce qu'à ce moment-là, son épouse le trompe. Vraisemblablement, en plus, ça c'est beaucoup plus tard. Enfin, le problème n'est pas forcément celui-là. Moi, je crois qu'il y a une réponse à ça qui est plutôt dans la rupture avec Racine à ce moment-là, et la question de l'amitié. Son grand ami... qui part pour l'hôtel de Bourgogne, avec aussi le théâtre que rêvait de faire Molière. Sur lequel il a échoué. Oui, c'est-à-dire la tragédie. Et c'est quand même extraordinaire. C'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais qui est fascinante. Et je reviendrai d'ailleurs sur votre question de comment on se raconte. Je crois que vous vous échappez. Mais non, parce que ça en fait partie, et c'est lié à cette maison. Quand on répétait le Misanthrope, moi je jouais en même temps Oreste dans Andromaque, avec Éric Ruff qui jouait Pyrrhus et qui jouait Philinte. Et je me souviens... Dans la création. Maintenant c'est Éric Genovès qui l'a repris, puisque l'année d'après, Éric était administrateur. Mais... on répétait le Misanthrope, et je me souviens de cette journée où on répète en scène la grande scène Philinte Alceste, qui est une scène en soi, enfin qui est un monde en soi, qui est une pièce en soi, qui dure quand même presque 20 minutes, qui est une des plus grandes scènes entre deux amis du théâtre français. Et puis je remonte dans ma loge et je vais me préparer pour jouer Oreste. Je croise Éric qui va jouer Pyrrhus, et je redescends et je commence Andromaque, qui est donc écrit quasiment au même moment, et qui commence quand même par cette scène entre Pylade et Oreste, puisque je retrouve un ami si fidèle, qui est sans doute une des plus grandes scènes
du répertoire français sur l'amitié. Et je me dis, c'est extraordinaire, ces deux hommes qui à ce moment-là se séparent, quand même avec une douleur infinie parce qu'ils étaient des amis à la vie, à la mort, comme on dit, et qui se séparent, et ils ne se parlent plus, et l'un écrit dans son coin Philinte Alceste, pendant que l'autre finalement lui répond en écrivant sans le savoir Pylade Oreste, et cette expérience dialogue. En fait, oui, il continue à dialoguer. et ça c'était incroyable parce que c'était en plus une expérience intime de ce qu'est cette maison et des échos du répertoire, et ça c'est une chose folle. Et de l'alternance. Et de l'alternance. Mais pour en revenir du coup à cette question, je pense que la charge autobiographique de Molière dans le Misanthrope, elle n'est pas tant que le devoir du metteur en scène serait à ce moment-là de raconter Molière, mais je trouve que Molière nous oblige à nous raconter nous-mêmes. Mais par quel truchement, par quel mécanisme? Parce que la question qu'il pose en fait, et qu'il nous pose à chacun, de savoir si on est Alceste ou Philinte, et où en fait je crois que la réponse était que surtout on est les deux à la fois, et que c'est ça qui on a tous des jours où on a envie de tout envoyer par la fenêtre et de partir à la campagne et dans le désert ou je ne sais où, et puis on est rattrapé par le besoin aussi de vivre ensemble, et c'est vraiment aussi d'ailleurs cette confrontation entre la philosophie de Pascal et celle de Montaigne, évidemment, le désir de bonheur. Enfin, de ce point de vue, moi je crois que je suis très sensible à la philosophie de Montaigne et aux paroles de Philinte, et le fait que le compromis n'est pas forcément... Philinte qui est du côté de Montaigne. Absolument. Voilà. Le compromis n'est pas forcément la compromission. Mais je trouve que Molière nous oblige le metteur en scène à faire un choix, à dévoiler aussi ce qu'il est lui par rapport à son rapport à la vie. Et c'est pour ça que si on regarde bien beaucoup de mise en scène du Misanthrope, il y a deux solutions. C'est-à-dire que soit vous êtes metteur en scène et vous jouez Alceste, ce qui a été beaucoup fait, et au moment où on a créé d'ailleurs Michel Faux, monté le sien, etc. Soit, vous demandez à votre alter ego de jouer Alceste, ce qu'a fait par exemple Jean-François Sivadi en demandant à Nicolas Bouchot de jouer Alceste. C'est-à-dire des vrais, des couples de théâtre comme il y en a. C'est-à-dire que moi je ne me vois pas du tout jouer dans un spectacle que je monte, en tout cas au moment de la création, et celui qui pouvait être mon prolongement à ce moment-là, ça n'était forcément que Loïc. Loïc, vous reprenez ce rôle 8 ans après. Alors, je ne vais pas vous poser l'éternelle question de la reprise du rôle, mais c'est effectivement un moment où on retrouve des mots, des gestes, des costumes, des décors. Est-ce que, quand même, ça sédimente et que vous y amenez aujourd'hui une part de ce que vous êtes devenu, parce que 8 ans, c'est pas rien. Bien sûr. Après, il se trouve que... Comment vous... On l'a joué régulièrement pendant ces 8 années. Ouais. On a eu la chance de le jouer régulièrement. Je pense qu'on n'est jamais resté 2 saisons sans le jouer, ce spectacle. Donc c'était plutôt un rendez-vous pérenne dans votre vie. Exactement. Alceste. Un rendez-vous avec Clément, évidemment, un rendez-vous avec Molière, un rendez-vous avec la distribution qui a parfois évolué, mais quand même on se retrouve aussi, puis un rendez-vous avec soi, c'est sûr, avec soi et ce rôle-là. Donc avec la vie qui passe, le temps qui passe. La sédimentation des expériences. Oui, bien sûr. D'autres spectacles joués, d'autres auteurs abordés, d'autres langages parlés. Et parfois il y a des échos étranges. Je sais que d'avoir retrouvé, la dernière fois qu'on l'a repris, d'avoir retrouvé l'Alexandrin de Molière dans le Misanthrope après être passé par l'écriture de Lagarce sur Le Pays Lointain, c'était très... il y avait quelque chose de différent encore, d'avoir rencontré, parce que moi je me rends compte que, contrairement à Hervé, je pense au contraire, moi j'ai un bagage classique assez entre le conservatoire et l'entrée au français. J'ai quand même un compagnonnage avec le répertoire qui me réjouit. Mais en revanche, j'ai très peu joué de textes d'auteurs contemporains. Vous avez fait le chemin inverse ? Un peu. Un petit peu, oui. Et je sais que Le Pays Lointain a été un moment important pour moi, tout d'un coup, de me rendre compte qu'une langue n'était pas forcément... une langue de théâtre n'était pas forcément... ancienne, n'était pas forcément de l'ordre de l'alexandrin, du vers. Une langue de théâtre pouvait être extrêmement contemporaine, structurée aujourd'hui. Mais tout aussi exigeante et tout aussi compliquée à apprendre et à dire. Et en même temps tout aussi merveilleuse après dans les perspectives qu'elle ouvre. Et donc tout d'un coup de retrouver l'alexandrin de Molière après être passé par
par la langue de Lagarce. L'apprentissage de Lagarce. Oui, c'était l'apprentissage était une chose absolument, mais après il y a l'apprentissage qui était effrayant, diabolique, et puis après il y a l'exploration et la découverte de ce que produit cette langue sur l'acteur et sur le spectateur. On parlait de Lagarce là. Bien sûr, mais et que je retrouvais tout d'un coup je tissais des liens en moi entre le répertoire classique et le répertoire contemporain d'une manière extrêmement viscérale, extrêmement concrète. Elle est diabolique, cette langue de Lagarce? Oui. Oui, en même temps, moi, il y a des auteurs comme ça que j'abordais avec beaucoup d'inquiétude. Par exemple, je pense aussi à Marguerite Duras, par exemple. Je me disais... Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur une certaine idée, en fait, de la langue et de la musicalité, par exemple. Bon, en fait, tu te rends compte que c'est concret, c'est simplement une pensée qui se construit et quand en tant qu'acteur, on rentre dans cette fabrication de la pensée, ça semble tout à fait évident, quoi. Et donc, l'écriture de Jean-Luc a ça de très puissant. C'est-à-dire que c'est juste comment on réfléchit à la vie qui se construit là devant nous, quoi. Voilà. C'est ça qui est magnifique dans cette langue. Alors, évidemment, il y a une structure, et donc il faut travailler cette structure, ces respirations, ce souffle, mais oui, il y a une difficulté. Moi, j'ai trouvé que c'était une difficulté moindre par rapport à l'Alexandre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, de ce point de vue, le misanthrope est très proche de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le misanthrope fait partie de ces pièces de Molière où c'est de la pensée en action. C'est-à-dire que c'est pas tant ce qui se passe que la manière dont ils en parlent, et de nous, spectateurs, les voir réfléchir à vue. Par exemple, la rapidité d'esprit, l'intelligence brillantissime de Célimène continue de me fasciner à chaque fois qu'on aborde la scène des portraits, ou évidemment la scène dite des portraits d'ailleurs, la scène avec Arsinoé, où quand même Arsinoé lui met plein la figure, et où Célimène en fait entend et intègre tout, et lui ressort exactement le même discours, mais contraire. Enfin, c'est en reprenant exactement la même structure que le discours que vient de lui servir Arsinoé. Et ça, c'est très quelque chose d'assez frappant. Et c'est incroyable qu'on ait cette discussion là ce soir, parce qu'on était en répétition cet après-midi, et on a exactement parlé de ça. C'est-à-dire que moi, je suis sorti de répétition en disant, mais j'ai l'impression qu'on est en train de passer un cap, et sûrement les 8 années ne sont pas pour rien, mais pour infuser. Oui, c'est-à-dire de passer ce cap simplement de l'alexandrin pour créer une langue commune qui est une langue de théâtre, effectivement, mais qui devient une langue extrêmement universelle, qui n'est pas une langue datée, qui est une langue qui nous parle d'une pensée en action, et je comprenais cet après-midi encore davantage la manière dont Molière s'est servi de ça en faisant exploser des règles de la forme en accent circonflexe, des canons de l'époque, de les mystiches qu'il s'autorise entre le verbe et le complément d'objet direct, enfin des choses qui étaient des hérésies à un moment où il le fait, et en fait pour donner une langue qui est une langue de théâtre universelle, une langue universelle, et une langue qui encore une fois traverse les siècles et continue à parler, y compris à la jeunesse. Il faut arrêter de penser que c'est une langue difficile à aborder pour les jeunes gens. Ça n'est pas vrai. À partir du moment où je crois que nous, on pense juste dans cette langue-là, et on parle juste, vous parlez juste. Et c'est pas une histoire de génération ou d'âge. D'avoir 20 ans comme Célimène, et de se demander si on est encore séduisante, et quitte à se prendre un peu les pieds dans le tapis, certes, mais en même temps, proposer même sa main, elle proposait à Alceste de l'épouser. C'est pas daté. Alors, dans cette pièce, contrairement à d'autres grands textes, et notamment Georges Dandin, il n'y a pas vraiment d'antagonisme de classe. Non. Quel est l'enjeu du misanthrope, si ce n'est cela? Ces antagonismes de classe, on en retrouve souvent chez Molière.
L'enjeu, il est où? Mais c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que les antagonistes de classe, ils sont très frappants, ils sont c'est bien le dans Dandin, c'est sel le de cœur Dandin, de ça. oui. Il n'y en a pas tant des pièces de Il y a le bourgeois gentilhomme. il y a des pièces de Molière où il n'y en a pas d'antagonisme de classe, il y en a très peu, parce que souvent il y a au moins un personnage, même Tartuffe, il y a Dorine qui vient rappeler le bon sens populaire. Là, c'est pas le cas, puisque c'est de l'aristocratie, et Dubois et Basque, qui sont les deux valets, ne sont là que pour faire exister cette aristocratie, mais en aucun cas pour la bousculer. Il n'y a pas d'interaction. Non. En fait. Et c'est très intéressant parce que tout à coup, il se concentre sur un milieu fermé. Et il y a une chose, moi j'ai été très frappé par les travaux de Peter Zondi sur une lecture sociologique de Molière, c'est l'Université libre de Berlin, qui a beaucoup aussi inspiré Jean-Pierre Vincent quand il a monté le Misanthrope, notamment ici. Mais et c'est vrai que en fait, se débarrasser de toutes ces questions-là pose une seule question qui est celle du rapport à la vie, mais qui n'est pas un rapport de classe, qui est un rapport simplement je dirais, métaphysique, en fait. Et de ce point de vue, c'est une pièce... Il est sur la condition humaine, en fait. Absolument. Ouais. C'est comme ça que vous l'imaginez, vous le jouez, votre Alceste. Oui, en fait, parce que... On parlait du désert tout à l'heure, on peut peut-être expliquer ce que c'est. Bien sûr, mais on parle du désert, on parlait de Philinte, Alceste, évidemment. Mais comme vous le disiez très justement, le titre, c'est Le Misanthrope ou l'être habilaire amoureux. Et en fait, on oublie souvent de parler... L'être habilaire, le dépressif, si on veut le traduire. Bien sûr, mais moi, le terme amoureux, le terme amoureux qui vient en dernier. Et souvent un peu mis de côté. Il est totalement mis de côté dans l'idée qu'on se fait de cette pièce, et le misanthrope étant devenu un terme de la langue courante. Et dans cette pièce-là, finalement, à chaque fois, tout est ramené à ça. Soit parce que on est c'est une histoire d'amour. Tout est ramené à l'amour et au désir, c'est ça? Oui, en tout cas, à chaque fois qu'une discussion s'amorce, elle revient à ça. La première scène entre Alceste et Philinte termine le dernier sujet abordé, et finalement c'est on en vient à parler de Célimène, ou on en vient à parler même d'Éliante, et Oronte, le rapport à Oronte. Évidemment que Célimène est concerné tout au long de la pièce. En fait, on peut revenir à cette quadrature là. Donc oui, il y a cette conjugaison de ces trois. Je trouve que les trois clés sont données dans le titre. C'est quand même assez fou d'avoir donné pour un acteur, quand on est auteur, d'avoir donné ces trois pistes-là. De la misanthropie, de la maladie et de l'amour. À partir de là, on a ces trois fils à tirer constamment, et on se rend compte qu'ils s'entrelacent tout au long des 5 actes. Hervé Pierre, on le disait, vous avez tous les trois joué dans cette mise en scène en 2007 de Lucas Semleb. Quel souvenir vous avez du Misanthrope? Quelle est votre perception de cette pièce? Moi, j'étais très impressionné par la mise en scène de Clément, en fait. C'est-à-dire que j'avais un souvenir très ébloui de la première mise en scène de Jean-Pierre Vincent au TNS, justement, avec Philippe Clévenot et Christiane Coendi. Et c'était un spectacle très impressionnant. Vous aviez des exemples un peu puissants, de référence. Oui, c'est sûr. Et c'était un spectacle très fort, très puissant. C'était une grande, je me souviens du décor avec plein de tableaux partout, et puis Philippe Clévenot était terriblement impressionnant, mais Christiane Coendi aussi était d'une luminosité comme ça, d'une lumière incroyable. Mais quand j'ai vu le spectacle de Clément, c'est marrant parce qu'on parlait de Jean-Luc Lagarce, et en fait j'ai eu autant le spectacle de Jean-Pierre pour moi, était inscrit effectivement dans un théâtre de répertoire. Je ne sais pas comment dire, il appartenait au 17e, quoi. Même si, en même temps, c'était merveilleusement revisité. Mais là, tout à coup, c'était tout proche de moi, quoi. Et je me suis senti, mais profondément ému, en fait, par le spectacle. Profondément ému par la pièce. Tout me semblait incroyablement proche, simple dans la complexité de ce qui m'était proposé. Et en fait, c'est là où... Qu'est-ce qui vous émeut? La difficulté de vivre, la difficulté d'être, quoi. Moi, je trouve ça bouleversant. Alceste,
il tente désespérément d'établir une relation d'une très grande exigence avec... Et puis en face, elle propose quelque chose qui est... déceptif. Oui, mais qui est du côté du social, du vivant. On existe, quoi. On peut pas... De la liberté. Voilà. Et donc, toute cette complexité entre toutes les relations qui existent... Ah oui, moi j'ai trouvé ça mais très émouvant, quoi, très bouleversant. Et puis la jeunesse, en fait, aussi, que je trouvais merveilleuse dans le spectacle quand je l'ai vu la première fois. C'est-à-dire que des jeunes actrices et des jeunes acteurs qui s'emparent de cette... Ah oui, moi j'étais épaté, emballé. Ça m'a éminemment touché, ce spectacle. Vous parliez de la sédimentation tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi. Le misanthrope parce qu'il demande certainement une maturité d'acteur, parce que le rôle est assez écrasant. C'est arrivé très souvent que le rôle soit interprété par un acteur, un quinquagénaire, mûr, posé. C'est sûr que bon, j'étais pas si jeune d'ailleurs quand on l'a créé, hein, mais il y a une juvénilité certainement qui se dégage au plateau qui est autre encore. C'est très différent d'avoir un Alceste qui a l'air, enfin, qui transpire la jeunesse. J'ai moins le sentiment j'avais moins le sentiment, peut-être que les choses changent aujourd'hui, mais j'avais moins le sentiment de dire des vérités implacables au monde que de ne pas pouvoir contenir des émotions de la post-adolescence presque, faire du jeune adulte. C'est-à-dire que par le jeune âge de la personne qui interprète Alceste, on rend encore plus visible et criant finalement cette condition humaine terrible. Quand c'est une personne plus mature, finalement, le poids des années, le poids de l'expérience font que les choses sont plus évidentes. Mais cette fameuse phrase, il est vrai, la raison me le dit chaque jour, mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. C'est pas la même chose de le dire à 30 ans que de le dire 30 ans après encore. C'est-à-dire que de dire, enfin, moi, c'est-à-dire quand j'ai mis en scène le Misanthrope, j'ai vu des versions du Misanthrope avec des Alcestes bien plus âgés. Et spectateur, j'étais content qu'on me raconte cette histoire-là. Mais j'étais incapable de raconter moi, comme metteur en scène, cette histoire. Puisque j'arrivais à comprendre comment fonctionnait cet homme à partir du moment où je comprenais des choses qui me touchaient. C'est-à-dire, tout à coup, d'avoir des principes absolument définitifs. Et dans la même phrase, expliquer que, bon, quand même, peut-être pour elle, on peut faire un peu autrement. En tout cas, que c'est moins simple que c'est des choses c'était des choses de mon âge que je comprenais. Et voilà, mais c'est vrai que les choses, malgré tout, c'est beau aussi de voir un spectacle avancer avec nous, et on parlait tout à l'heure avec Loïc de la question de la colère. Bien sûr. Et je sortais de répétition en disant que j'ai l'impression que les colères sont différentes maintenant pour nous, et que on se met pas en colère. Vous parliez de vous là. Oui, de nous deux. Mais de la manière dont on sortait de répétition. D'un filage de cet après-midi justement, et Clément me disait ça. Je disais qu'aujourd'hui les colères elles peuvent être autres. Elles peuvent être en tout cas plus sourdes, moins éclatantes que quand on a 30 ans et qu'on a envie de crier au monde sa colère. Peut-être qu'à 40, c'est pas exactement la même chose. Et c'est vrai que ce personnage d'Alceste permet ça. C'est une chance. C'est beaucoup plus compliqué pour Célimène, parce que Célimène donne son âge et elle dit qu'elle a 20 ans. Et en même temps, je trouve que c'est ça qui est aussi magnifique. Tu dis, elle est du côté de la vie, et tellement. Et on oublie que ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est veuve, et qu'être veuve au 17e, c'est 2 ans de veuvage, c'est 2 ans de renoncement forcé à la vie sociale. Et que, en fait, on est dans moi, je me suis toujours demandé pourquoi tout le monde rentrait et sortait chez Célimène. Mais en fait, on se rend compte qu'à la fin du deuil, les jeunes veuves sont autorisées à recevoir 1 jour par semaine. Et que c'est pour ça que, à ce moment-là, tous les hommes qui les courtisaient venaient. Donc, ils venaient rendre leur visite ce jour-là. Donc, c'est pas un moulin chez Célimène. C'est juste que ce jour, le jour que nous raconte Molière, c'est le jour où elle peut recevoir des visites chez elle. Et que moi, j'ai une tendresse infinie pour le personnage de Célimène. Je me dis, mais de 18 à 20 ans, vivre coupé de tout, bien sûr qu'à un moment, elle parle trop, elle parle beaucoup, mais parce qu'elle a tellement peu parlé que si tout à coup elle a des gens à qui elle peut raconter des trucs, elle le fait. Et puis on sait bien, on a tous passé des soirées
ou parce qu'on a envie de parler et on dit du mal d'un tel et on dit du mal d'un tel parce que c'est plus drôle de dire du mal que de dire du bien si on veut briller en société, on le sait. Et puis que tout à coup elle a envoyé une lettre à l'un, une lettre à l'autre, mais c'est pas parce qu'elle veut être avec l'un ou être avec l'autre, c'est pour s'assurer qu'à 20 ans elle est encore en mesure de plaire, et surtout qu'elle est encore en mesure de plaire. 2 ans où elle n'a vu quasiment personne à part peut-être sa cousine et les vieux valets. Bon. Moi, je trouve qu'on a fait de tels procès au personnage de Célimène et où on a vu d'ailleurs une misogynie de Molière qui, à mon avis, était fausse, mais c'est exactement comme sur les personnages d'Angélique dans Dandin. Je trouve qu'on a des lectures, notamment chez les jeunes premières de Molière, des lectures qui sont erronées, qui sont effrayantes parce que tout à coup on colle des réflexes misogynes qui ne sont pas écrits. D'accord. Vous la jugez pas, cette Angélique? Ah non, moi il s'est passé une chose extraordinaire pour moi. Enfin, c'était, on a joué au Maroc, le spectacle est parti en tournée au Maroc, et on a joué dans une ville qui s'appelle Oujda, oui, banlieue, c'est la frontière de l'Algérie, et donc c'est vraiment une ville qui a été mis de côté souvent très longtemps par le pouvoir marocain. Et puis en fait, ils ont décidé d'ouvrir en fait cette région. Et donc ils ont construit un théâtre, et c'est la Comédie Française. Incroyable, hein. Tout est en or, velours, rouge, mais sublime, quoi. Bon, il n'y a pas de projo, il n'y a pas de... Bon, ok. Mais... Il n'y a pas de lumière, quoi. Bon, on se débrouille. Mais bon, là, on avait tout amené, il y avait un smirmorque, avec la console et tout. Bon. Et c'était sur invitation, et donc les gens venaient retirer une invitation. Voilà. Il y a eu trop d'invitations distribuées. Et donc les gens ont commencé à arriver. Et alors, j'ai vu arriver des gens, des femmes voilées, des enfants, des vieux, il y avait toute la population de la ville. Et au bout d'un moment, ils étaient obligés de fermer les portes. C'est-à-dire qu'il y avait trop de monde. Et les gens tapaient, montrant leur invitation. Et c'était carrément, on se disait, mais ça va dégénérer. La salle se remplit. Et moi, j'avais plus de place, donc je me suis mis dans la cabine régie. Et là, discours, voilà, c'est la Comédie Française, il faut donc être sérieux, faire silence, etc. Bon. Donc la lumière se fait, ça siffle dans tous les sens, et la pièce commence. Et alors là, c'était extraordinaire, parce que quand Angélique a commencé à reprocher à Dandin le fait d'avoir été mariée contre son gré par ses parents, là, des you-you dans la salle. Toutes les femmes se sont mis à exprimer leur accord avec la parole d'Angélique. Et donc derrière, Dandin lui répond, mais vous êtes ma femme, et vous devez... Là, tous les hommes réagissaient. Mais c'était incroyable. Et je me suis dit, mais ça devait être comme ça avant, quoi. Le théâtre populaire, les gens devaient réagir et tout ça. Et ça criait. Et l'acte 3, pouf, dans la nuit, hop, tous les téléphones portables qui s'allument pour éclairer la scène. Et moi, je trouvais ça mais extraordinaire, quoi. Je disais, mais tout à coup, et donc les acteurs qui jouaient les scènes l'un en face de l'autre, au bout d'un moment, se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils se tournent vers le public. Il n'y avait plus qu'une chose, c'était envoyer le texte aux gens, quoi. Et là, je me suis rendu compte que la pièce de Molière avait une force incroyable de dénonciation, de relation à une écriture qui touche encore incroyablement les gens, quoi. Et ce sont des situations qu'on connaît encore maintenant, qui nous traversent encore maintenant. Alors voilà. Et donc c'est pour ça que non, la parole d'Angélique, pour moi, il n'y a pas de jugement à avoir sur aucun des personnages d'ailleurs. C'est simplement, ils expriment une réalité qui est la leur, et toute la complexité en fait du monde dans lequel ils essayent de se débattre et d'exister. Voilà. Comment vous allez passer de cette mise en scène classique, avec costume, décor, etc., à cet objet à l'os qui est le théâtre à la table? Vous allez déshabiller... Le théâtre à la table, comme on le dit. Vous voulez nous rappeler, peut-être pour celles et ceux qui en fait, ne savent pas ce que c'est? Quand on se rencontre pour la première fois,
et que le metteur en scène nous a dit bon ben voilà, on se voit lundi. Et donc on fait une première lecture. Donc on ouvre les brochures et puis on lit. Et ce moment-là est un moment assez gracieux parce qu'en fait, bien sûr que le metteur en scène a une idée de comment aborder la chose, mais tout le monde s'est raconté des trucs quoi, sur le personnage, Et en fait, on découvre les intuitions en fait des acteurs. Alors, il y en a certaines qui sont peut-être un peu à côté de la plaque, mais souvent, il y a des intuitions qui sont terriblement justes. Et on va passer 2 mois, en fait, à retrouver peut-être ces fulgurances-là. Donc là, c'est un peu se retrouver autour d'une table et se dire, voilà, on essaie de faire rentrer les spectateurs dans une sorte de cuisine qui est la nôtre. C'est le premier moment où on découvre la pièce, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais donc c'est cette idée-là. Donc là, l'idée et là, on va être dans une situation un peu particulière parce que jusqu'à présent, les lectures à la table n'étaient que filmées. Et là, public. Là, il va y avoir du public. Et donc, il va y avoir cette relation entre les spectateurs qui seront présents vont voir les acteurs en train de lire, mais le réalisateur, en fait, va faire le montage au fur et à mesure. Et donc, il y aura 2 écrans sur lesquels les spectateurs vont pouvoir voir le résultat. Donc, entre ceux qui voient... Oui, c'est comme si... Ils vont aussi assister au ballet du fromage, bien sûr. Ils vont voir... C'est comme si, en fait, ils étaient dans un atelier de fabrication. Et donc, on voit l'artisanat de la fabrication du film et en même temps, le rapport des acteurs à cette fabrication. C'est-à-dire, ils verront des choses qu'on ne verra pas sur l'écran. Voilà. Moi, par exemple, je me suis distribué dans Colin parce qu'il n'y avait plus de jeunes gens disponibles. Parce que ça vous amusait de faire Colin. Mais surtout, c'est que... Et je vais essayer de ne pas apparaître... Le valet de Dandin. Voilà. En fait, je vais jouer le fantôme de Simon Hedde. Puisque Simon jouait Colin en 2014. Et donc, je vais essayer de faire en sorte d'être là sans être là. Donc, les spectateurs dans le théâtre vont bien voir que je suis là, mais ceux qui verront le film n'auront pas la même vision. Voilà. Ce côté très formel de l'objet théâtral, un peu singulier, quoi, qu'est le théâtre à la table, ça vous amuse. Non, mais je sens que ça vous amuse. Oui, mais c'est passionnant. Et en plus, c'est un duo avec Clément Gobert, qui est le réalisateur qui a réalisé tous les théâtres à la table. Mais là, par exemple, c'est en bifrontal, en plus, au Vieux Colombier. Donc vous êtes complètement à nu. Alors, c'est hyper compliqué, parce qu'il va y avoir des caméras d'un côté et de l'autre. C'est un peu la prise de tête, mais... Qu'est-ce qui reste, alors, de Dandin ? En bifrontal, avec les caméras, les écrans, pas de costumes, des costumes, vous voulez... Non, le costume, j'ai demandé aux acteurs de... Il va rester le texte. Ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils avaient sur le... Oui. Non, parce que justement, c'est pas une question de rentrer dans le théâtre, justement, c'est d'essayer d'éviter en même temps de rentrer dans une chose trop théâtrale. Donc, ce qui reste, c'est la pièce de Molière, c'est les relations, c'est comment les acteurs vont s'emparer de ça. Et comme on a la chance d'être dans une grande intimité avec les micros HF, avec les caméras, c'est de dire, essayer d'aller au fond de la pièce, de vivre les relations entre les personnages le plus sincèrement et le plus justement possible, le plus droit, quoi, le plus simple. C'est ça qui est formidable dans cet exercice-là, je trouve. Voilà. Donc là, il est question d'antagonisme de classe, on l'a compris. Dandin, ça raconte un ordre social qui est en train de se déliter un peu. C'est écrit 100 ans avant la Révolution française. Mais ça raconte aussi, d'une certaine façon, et ça fait écho aux misanthropes, une forme cette condition humaine quand même assez désespérée parfois. Oui, là, Molière, je crois, il sert aussi. En tout cas, il y a une désillusion. Il sert aussi le roi. En fait, à ce moment-là, il fait une critique de l'aristocratie d'épée qui en fait... Qui enquiquine le roi. Oui, ça coûte, il coûte de l'argent et tout ça. Enfin bon, et donc, il y a une critique de ça. Il y a une critique de l'arrivée d'une nouvelle classe de parvenus. Et donc, c'est à l'intérieur de ça que se fait la critique. Mais en même temps...
c'est une situation finalement qu'on peut retrouver tout à fait aujourd'hui, voilà. Par contre, ce que je trouve très fort, c'est qu'on sent bien que quand Dandain veut sortir de sa classe, en fait, on ne le lui permet pas. Il a l'illusion de pouvoir le faire. Oui, voilà. Et ça s'arrête. On ne le lui permettra pas. Mais aussi parce que les moyens qu'il utilise pour sortir de sa classe sont franchement extrêmement déplaisants. C'est-à-dire qu'il épouse d'accepter la fille de monsieur et madame de Sautanville. Voilà. C'est vraiment déplaisant, violent, désagréable, quoi. Mais les Sautanville sont aussi incroyables de pouvoir dire à leur fille, il faut que tu patientes encore, parce que voilà, ils sont pas sortis de leur problème d'argent. Ils sont donc c'est en même temps comment cette humiliation en fait que les uns et les autres subissent et projettent sur les autres. C'est quelque chose qui est profondément dans la lutte des classes en fait, et avec lequel on fait encore aujourd'hui, avec lequel on vit encore aujourd'hui. Voilà, moi c'est ça qui m'a beaucoup touché. Lecture bourdieusienne de Molière. Ouais. Alors, le Dandain met en scène plusieurs générations. Il y a celle de Colin, qui rappelle un peu le Firth de la Cerisay. Il y a ensuite celle de Dandain, des Sautanville. Et puis, il y a toute cette jeune génération qui regarde vers le futur. C'est, vous allez voir, ma question, elle est quand même assez capillotractée. C'est une forme d'allégorie de la troupe. Cette petite distribution de Dandain, on a... Bon, en tout cas, au départ, c'est vrai que j'avais très envie de... C'est pour ça que j'avais demandé à Simon de jouer Colin. C'est-à-dire, c'était aussi un serviteur déclassé qui se retrouvait dans la cabane du jeu de jardin et qui a en même temps qui a à cœur de servir, qui pour lui servir, c'est une chose noble. Mais c'est aussi un sage, une forme de... Enfin, il a une vision un peu hélicoptère, il est plus âgé, il est... Oui, mais c'était surtout... oui, je sais pas... On voit ça, par exemple, dans la série Downton Abbey, par exemple. Il y a le fait de servir est une chose importante, noble. Et je trouve que dans cette maison, il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire de servir, d'être au service, de travailler à servir non seulement le répertoire, mais aussi l'institution, à être voilà, et à vieillir aussi dans cette relation-là à cette institution. Mais donc pour moi, il y avait aussi la jeunesse et je voulais qu'il y ait justement une vraie opposition avec Clitandre, Angélique, Lubin, et puis les Sautanville et Dandain, qui est voilà, un vrai conflit aussi de génération. Alors, dans cette distribution, on a une Angélique qui est interprétée par Rebecca Marder, la jeunesse qui a décidé de quitter cette troupe et d'aller vivre sa vie. Et puis, il y a vous qui décidez également, après tant d'années, de quitter cette troupe. Oui. Vous avez des choses à vous dire avec Rebecca. Rebecca, ce qui est très joli, que tout à l'heure, quand on répétait... Rebecca qui est là depuis 6 ans. Voilà, elle m'a dit, mais tu te rends compte que en fait, quand je suis arrivé, je jouais dans Dandain. C'était son premier rôle. Elle faisait Claudine, oui. Et c'était la robe qu'elle portait à l'hommage de Molière, l'hommage à Molière le 15 janvier. Et donc la dernière fois là, ça sera avec Dandain, mais où elle va faire Angélique. Je trouve que c'est très joli quoi, comme parcours. Et puis elle a fait un choix de partir comme moi je le fais là, mais c'est un choix qui est joyeusement assumé, qui sont des choix personnels. Moi, je quitte cette maison avec tristesse parce que je vais quitter beaucoup d'amis. Et pas seulement chez les acteurs, d'ailleurs. Mais je pars avec 15 années de grandes joies, de grandes émotions, de grands éblouissements poétiques. J'ai fait des rencontres magnifiques, quoi, en fait. Et donc, mais je sens bien que, voilà, au bout de 15 ans, personnellement, il faut que je passe à autre chose. Voilà, j'ai envie de...
je sais pas, d'avoir plus de temps pour moi, de retrouver de la légèreté, de l'insouciance, cette maison, elle est impressionnante, mais elle est chronophage. Et c'est une maison d'une exigence redoutable. Qui nécessite beaucoup de travail. Ah ben oui, c'est happé par le travail. Ouais. Moi, je trouve. Hein. Oui, mais ce que tu disais très justement, c'est que c'est aussi un sentiment de service. C'est-à-dire qu'il y a le fait de servir le répertoire, servir l'institution. D'ailleurs, on parle beaucoup de cet endroit en disant la maison et de servir la maison. Et je crois qu'il faut le faire tant qu'on est heureux et qu'on a envie. Exactement, et qu'on a cette énergie-là. Et c'est vrai que ça demande beaucoup et ça demande beaucoup d'abnégation aussi. Oui, et c'est pour ça qu'il y a un moment, voilà, moi je me suis toujours interrogé. Je suis rentré tard, moi, dans la maison, j'avais 50 ans. Je me suis toujours interrogé sur la place que j'avais ici. Qu'est-ce que j'y faisais? Pourquoi j'étais là? Pourquoi j'y restais? Est-ce que j'avais encore envie d'y rester? Enfin voilà, je me suis toujours posé la question. Au bout des 10 ans, je me suis déjà posé la question. Je me suis dit, ouais, je reste ou je m'en vais? Pourquoi est-ce que je reste? J'ai discuté avec les uns, les autres, tout ça. Finalement, j'ai discuté avec Eric, puis je me suis dit, oui, non, bon, allez, je reste, oui, non, c'est bien. J'ai pas regretté. Les 5 années suivantes ont été super. Et donc là, c'est revenu à nouveau. Je me suis dit, bon, allez, il faut se poser la question sérieusement. Mais là, tout à coup, je me suis dit, ah, ouf, c'est maintenant. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ouf, ah oui, c'est la décision, il faut la prendre. Faut pas que je m'en aille en me disant, ouais, j'aurais dû. Là, ouais. Non, là, en fait, je pars dans un moment de très grand plaisir. Je viens de jouer les démons. Je viens de finir Fanny Alexandre. Je vais retravailler avec Julie Deliquet. On va reprendre à la rentrée Galilée. Mais là, en plus, oui, je suis. Non, mais ça, on fait un dernier tour de piste. Non, mais ce qui sera joli, c'est que je suis réengagé en tant qu'artiste auxiliaire. Donc après avoir été sociétaire de cette maison, le cycle de la vie, je reviendrai jouer 25 fois la vie de Galilée. Non, mais moi je trouve ça, dans ma complicité avec cette maison, et j'espère que personne n'imaginera que je pars avec un sentiment un malentendu, un sentiment d'aigreur ou non, pas du tout. C'est au contraire une chose extrêmement joyeuse. Loïc, avant qu'on commence cette émission, on en parlait. Loïc a dit c'est un choix lumineux. Vous avez dit ça, je crois, oui. Loïc, c'est très beau. Moi, je trouve ça. On se pose toujours cette question quand on fait partie de la troupe. On se la pose à chaque échéance, quand on est sociétaire, en tout cas, à chaque échéance de son contrat, quand tout d'un coup la troupe est appelée à décider si elle vous garde ou pas en son sein. Vous-même, il est nécessaire de se poser la question, est-ce que moi j'ai encore ma place dans cette troupe et est-ce que j'ai encore envie de la servir? Donc oui, on se la pose tous. Et moi, je suis triste de voir partir Hervé, j'étais triste de voir partir Georges Ascalier, je suis triste de voir partir Rebecca, mais moi, je trouve ça toujours réjouissant, c'est des appels de vie qui font un bien fou. Enfin, cette troupe existe depuis bientôt 300 ans parce qu'elle se renouvelle sans arrêt et heureusement il faut que des gens arrivent, que des gens partent et les gens ne partent pas forcément dans des conditions difficiles, violentes. Ouais. Voilà. Je me souviens à cette antenne, Johan Gaziorowski avait dit, mais quand je suis arrivée, pas longtemps après, Georges Ascalier s'en va et il dit, pour moi, ça a été une espèce de grand souffle d'optimisme, en fait, de me dire, c'est fou, parce qu'elle est là et qu'elle était, un élément très important de la troupe, elle décide de prendre cette liberté et d'y aller. C'est vrai. Je trouve que ça fait... C'est ce qui fait qu'on... Ça fait du bien à tout le monde. Évidemment, la personne concernée sent un appel, un espoir, un appétit de vie. Et c'est un saut dans l'inconnu qui est toujours salutaire. Et on l'espère, et souvent salutaire. Mais ça fait du bien à la troupe aussi. Ça fait du bien. Voilà. Ça, ce sentiment de mouvement possible, nécessaire pour rester en vie, c'est salutaire. Bon. Et puis voilà. Non mais il va revenir en tant qu'artiste auxiliaire. On va tous partir on va se retrouver ailleurs. Bon, merci. Alors, il n'est pas parti encore. Hein. Merci à tous les trois. Merci vraiment parce que c'est passionnant. Merci. Voilà, on adore faire ça avec Arthur. Et Andrea qui est là. Le misanthrope du 2 février au 22 mai en alternance salle Richelieu.
Mise en scène Clément Hervieux-Léger avec Éric Genovese, Alain Langlais, Florence Viala. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Loïc Corbery, Serge Bagdasarian, Nicolas Lormeau, Gilles David, Adeline Dermy, Clément Hervieux-Léger, Jennifer Decker, Claire de la Rue du Camp, Johan Gazurowski et les comédiennes et comédiens de l'Académie de la Comédie Française, Georges Dandin ou Le Mari confondu. Le 7 février, c'est complet. Au Vieux-Colombier, diffusion en ligne 12 février à 20h30. Direction artistique Hervé Pierre, réalisation Clément Gobert avec Jérôme Pouli, Hervé Pierre, Didier Sand, Rebecca Marder, Biranba, Elissa Aloula et Adrien Simion. Tout de suite... Elsa Le Poivre, vous l'avez pas dit. Ah ben Elsa Le Poivre, qui est entre Jérôme Pouli et Hervé Pierre. Non, mais... Oui, on n'oublie pas Elsa Le Poivre, Madame de Sautanville en plus. Donc tout de suite, des extraits de votre séance de travail. Parce que vous avez quand même commencé à travailler, Hervé. Bon, oui, on a essayé. Voilà. Oui. Merci. Mais, oui, c'est bien. Ça se passe bien. Bonne soirée, bonne semaine avec la Comédie Française. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, je vais être en costume. Nous, on va essayer de se mettre en place sur ce plateau, sur ce ring. Et bon, on va essayer de reprendre avec Jérôme notre histoire de Georges Dandin. Alors, ce que j'aimerais bien, et où il va falloir qu'on soit vraiment bien présent dans le travail, c'est que on a relativement peu de temps pour mettre en place ça. Évidemment qu'on s'installe dans le théâtre, il y a déjà un spectacle qui se joue, donc il faut qu'on soit en même temps très présent, vigilant, concentré, attentif, et voilà. Bon. Je vais essayer en fait avec vous de vous mettre à un endroit en fait pour la lecture qui soit le plus droit, le plus simple, le plus net possible. Vous allez être équipés de micro HF tous, et donc le son qui va être capté pour l'enregistrement sera aussi le son qui va être diffusé dans la salle. Et donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaie d'être le plus intime possible, le plus proche possible de vous-même, sans qu'on soit dans une représentation de théâtre. Les gens qui vont être là, en fait, dans la salle, finalement, vont assister à quelque chose qui est justement une forme hybride entre le fait qu'on ait presque une représentation de théâtre. C'est pour ça qu'en même temps, j'ai essayé d'inventer aussi une logistique au niveau de l'espace qui soit pas simplement une table avec des chaises autour et vous qui lisez. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive en fait à avoir, on aurait deux tables. Une qui va se situer ici, qui va être un tout petit peu en biais, et une de l'autre côté qui va faire le pendant. Et au milieu, il y a un banc. Et donc, cette table-là, c'est la maison de Georges Dandin. Cette table-là, c'est la coulisse. C'est un ailleurs. C'est l'endroit où vous serez quand vous n'êtes pas impliqué, en fait, directement dans les scènes. Et donc, c'est comment et vous verrez, bon, c'est précis, et donc, on va travailler uniquement là-dessus. C'est-à-dire sur la logistique de ces mouvements-là. Je vous dirai des choses sur l'intention principale qui peut animer cette lecture, mais ça sera votre travail aussi personnel. J'ai pas envie qu'on passe du temps finalement à travailler ça, mais plutôt à travailler ce mouvement qui va nous emmener d'une table au banc à une table, et cette circulation en fait qui fait que Clément qui va enregistrer ça finalement on puisse, pour les spectateurs qui sont là, voir une chose en train de se fabriquer artisanalement, et comment on passe d'un endroit à un autre, comment on éclaire la lecture avec ces mouvements-là, mais comment en fait le résultat, quand on verra ça à la télévision, sur la française, comment en fait, pour ceux qui seront là, il y aura quelque chose de magique, puisqu'il va y avoir deux écrans.
Et donc, ils vont pouvoir, en fait, voir en direct cette relation entre la chose en train de se fabriquer, de s'inventer, et donc ce qu'on voit là, mais qui ne sera pas la même chose là-haut, quoi. Donc voilà. Moi, je suis donc distribué dans le rôle de Colin. Pardon, je touche le micro, Léo. Je suis distribué dans le rôle de Colin. Je me suis distribué dans le rôle de Colin. Mais en fait, voilà, mais en fait, je ne jouerai pas Colin. Je jouerai le fantôme de Simon N qui joue Colin. Et donc en fait, je n'apparaîtrai pas à l'écran. Voilà. Je vais manipuler un cadreur qui en fait sera la présence virtuelle de Colin, et où Georges Dandin, toi, tu t'adresseras dans les petits monologues qui sont de début d'acte et puis surtout de fin d'acte, tu t'adresseras à la caméra, qu'à la caméra. Mais donc cette caméra subjective, qui est comme la présence de Simon, sera comme si pendant tout cette lecture ou ce spectacle, tu t'adressais finalement à Colin. Ou au fantôme. Voilà. Donc voilà l'objectif. Voilà. Après, je vous en dirai un tout petit peu plus sur justement les. J'ai écrit le texte pour le programme en parlant de ce qu'on s'était déjà dit quand on avait créé le spectacle, mais où justement cette relation a une plus grande intimité. J'aimerais vraiment qu'on puisse voir en quoi cette pièce, qui bien évidemment est une pièce comique, mais c'est aussi un drame, et que c'est le drame de l'humiliation. Et tout le monde est humilié, tout le monde humilie tout le monde dans cette pièce. Et donc cette cruauté, cette brutalité-là, voilà, j'aimerais que tout à coup elle apparaisse dans notre travail. Il y a du boulot. Hein. Donc voilà.